Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Régis Le Sommier, grand porteur, auteur de l'ouvrage qui est Le Diable, l'autre où l'Occident est avec nous. Nathan Dever également, je le disais. Alors, bon, Régis Le Sommier, je voudrais quand même avoir votre regard. Vous avez l'habitude de venir dans ce studio sur cette attaque historique des États-Unis en plein milieu de la nuit et ses conséquences. Évidemment, on s'interroge. Il y a un conseil de défense à l'Élysée. Alors, d'abord, juste le conseil de défense pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien de quoi on parle. À quoi cela sert-il et qu'est-ce qui peut être décidé à l'issue de ce conseil de défense ? Dans ce cas, il peut juste, je dis, les Français dans cette histoire sont pas partie prenante dans l'opération, donc ils peuvent constater avec les informations, avec le renseignement français, ce qui a pu se passer, et quelle est la potentialité que le programme nucléaire iranien ait été atteint. La vraie question qui se pose, et on en a un petit peu parlé tout de suite hors antenne, c'est la question d'uranium enrichi. Visiblement, il n'a pas été touché, mais ça paraît logique. Tout le monde disait dans ce studio, effectivement, l'uranium enrichi, les Iraniens ne sont pas assez stupides pour avoir laissé l'uranium enrichi à l'endroit, effectivement, où ils savaient que les Américains allaient taper, c'est-à-dire les sites où ils travaillaient donc sur le développement de la bombe. Mais tout à fait. Et puis surtout, ce n'est pas la première fois que les Iraniens prennent conscience, sont bien conscients qu'il y a cette menace d'être potentiellement frappés, que dans ces centres se situaient, s'ils ont été détruits, là aussi il faudrait voir au sol. Moi j'ai fait le tour un petit peu des experts qui s'intéressent justement, qui essaient d'ausculter à chaque fois qu'il y a des frappes israéliennes ou américaines l'état des dégâts. Il n'y a pas de consensus pour dire que tout a été détruit, en particulier à Natanz et aussi à Ispahan, parce que les Tomahawks qui ont été envoyés sur Ispahan, ils font des dégâts, mais face à la solidité des infrastructures mises en place par les Iraniens, eh bien, on peut douter que ces sites aient été vraiment endommagés. Et s'ils l'ont été, la vraie question, c'est quelques 400 kilos d'uranium enrichi produits par les Iraniens à 60% d'enrichissement, eh bien, ne sont peut-être, sans doute pas dans ces endroits-là. Là, on n'a aucune certitude d'où ils se trouvent. Il faudrait qu'on puisse aller voir, vérifier sur place. Aujourd'hui, c'est hors de question. Je veux dire, même quand la IEA observait le développement de l'uranium iranien grâce à des caméras, grâce à tout le système qui avait été mis en place par l'accord de Vienne en 2015, tout ça, c'est progressivement édulcoré. Il y a encore un contrôle. L'Iran n'a pas quitté le traité de non-prolifération, même si son parlement l'a demandé. Mais pour le moment, on sait que les Iraniens maîtrisent ce qu'on appelle la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation. C'est un concept chiite à la base, et que ils ont sans doute d'autres endroits, d'autres laboratoires, et potentiellement aussi la possibilité de faire la bombe, mais même avec 400 kilos d'uranium enrichi. Donc on se dit les choses, Régis Le Sommier, pour que ce soit très clair dans la tête des auditeurs d'Europe 1, on a gagné du temps sur le programme nucléaire iranien, mais il n'est pas détruit. On ne peut pas dire qu'il soit détruit. Est-ce qu'il est détruit, ce programme ? Mais non, en fait. On n'a pas on n'a pas ce qu'on appelle le battle damage assessment, pour dire ce que disent les Américains, c'est-à-dire vérifier l'impact des frappes qui ont été faites. Alors, ces enseignements d'après Donald Trump sont décrits comme very successful operation, machin, voilà. Donc c'est toujours Trump. Marco Rubio nous dit l'uranium se trouvait à un endroit, il a été détruit. En fait, on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. On peut écouter Donald Trump. Il était très satisfait de son opération ce matin. Il est toujours satisfait de lui. Écoutez. Alors, on n'a pas Donald Trump. Légitimité et satisfaction. Oui, vous pouvez l'imiter, Nathan Dever. Je ne sais pas, on va peut-être retrouver Donald Trump, qui était à disposition. Oui, non, mais voilà, bon, il était très satisfait, évidemment. Et Donald Trump qui joue... On l'a retrouvé ? Oui. On l'a retrouvé. Il y a peu, l'armée américaine a effectué des frappes massives de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles.
Les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles. De quoi parle-t-il exactement Donald Trump, Régis Le Sommier ? Il parle d'une éventuelle escalade à laquelle, à mon sens, il n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que Donald Trump, dans cette histoire, met en péril sa base, la relation avec sa base, c'est-à-dire avec les gens qui l'ont élu aux États-Unis. Il faut écouter ce qui se dit du côté de Steve Bannon, par exemple, du côté de Tucker Carlson. Tucker Carlson dit, pour moi, l'Iran n'est pas une menace. Steve Bannon dit, rappelle l'Irak, rappelle l'Afghanistan, dit à chaque fois qu'on va au Moyen-Orient s'attaquer à une puissance, à l'histoire millénaire, c'est comme ça qu'il l'a décrit, ça se passe très mal. Il pense à l'Irak, par exemple. Évidemment. Et donc là-dessus, la base américaine de Donald Trump a été convaincue, c'était une des pièces essentielles. Et ce que Trump essaye de faire, même s'il y a toujours la rhétorique inflammatoire, on va dire, de la menace et de l'écrasement, c'est ça la vraie philosophie de Trump, c'est qu'il pense toujours que la force peut écraser, qu'elle peut résoudre les problèmes. Mais dans son fort intérieur, il sait aussi que il y a une limite à cette force. Là, en l'occurrence, il a apporté à Israël ce qu'Israël attendait, c'est-à-dire l'utilisation des GBU 57 avec les bombardiers B2, les bombardiers furtifs. Il a offert ses armes pour abîmer, peut-être anéantir, dit-il, le programme nucléaire dans certains sites. Il espère aussi, c'est-à-dire de ne pas avoir à s'impliquer davantage, venir au secours d'Israël et être, que la machine finalement l'entraîne en avant dans une guerre où quelque part, à un moment ou à un autre, il va falloir aller au sol. Et oui, là, c'est dramatique. Là, si on envoie les troupes au sol, c'est fini. Là, je ne sais pas. Non, mais il y a jamais d'autres solutions. Il n'y a jamais trop d'autres solutions quand on est face à ça. La vraie question, c'est le régime des Mollahs va-t-il tomber ? Là, encore une fois, rien n'est certain. Il n'y a pas de signe pour le moment. On est avec une opposition totalement fragmentée. Donc, on est dans un cas de figure où il y a une énorme inconnue. Et on sait qu'historiquement, on est allé avec des trémolos dans la voix en Irak la dernière fois, en expliquant que la démocratie arriverait après Saddam Hussein, ça ne s'est pas produit. Ils sont peut-être partis un peu trop vite d'Irak pour pouvoir installer une démocratie, je ne sais pas, mais c'est facile d'aller taper, mais si on reste pas pour mettre les choses en place, effectivement, ça a dégénéré, c'est un fiasco. Si on n'y arrive pas avec de l'infanterie et qu'on plante pas le drapeau, on n'y arrive pas. Ils ne les ont pas accompagnés Nathan Dever. En tout cas, moi, il y a une chose qui me frappe. Avec toutes les incertitudes que nous avons, on ne sait pas si le régime des Iraniens, des Mollahs va tomber, si l'Amérique va continuer et va aller encore plus loin. On peut faire un constat quand même, c'est que c'est extrêmement rare qu'un empire s'effondre ou menace de s'effondrer, non pas par son talon d'Achille, mais par sa force. Si on réfléchit, les deux choses qui ont perdu le régime iranien, le régime islamiste, c'est le nucléaire, et Khamenei, le guide suprême actuel, quand il est devenu guide suprême, c'est lui qui a notamment intensifié tout le programme nucléaire avec une volonté, c'était d'éviter qu'il y ait une guerre sur le territoire souverain de l'Iran. Et de faire en sorte, après notamment le traumatisme de la guerre Iran-Irak, etc., de rendre le territoire iranien inviolable. Résultat du nucléaire, contrairement à la Corée du Nord, qui a rendu ce pays plus fort, contrairement à la plupart des pays qui se sont engagés dans l'aventure nucléaire, contrairement à Israël aussi. Résultat du nucléaire, ça a suscité l'obsession de Netanyahou, l'obsession de l'Amérique, et ça a perdu l'Iran. C'est par cela que l'Iran a été attaqué. Deuxièmement, Khamenei, toujours, a fait cette politique des proxys, c'est-à-dire créer des pays, une sorte de glacis pour empêcher l'Iran d'être inviolable sur son territoire souverain. Et l'Iran a été affaibli par ces proxys. En général, dans l'histoire des empires, les empires tombent parce qu'ils ont des talons d'Achille, parce qu'il y a des secteurs qu'ils n'ont pas investis, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas assez bien faites. L'Iran, aujourd'hui, est attaqué par les deux points sur lesquels elle était le plus forte. Les proxys et le nucléaire. Et je crois que ça, c'est véritablement inédit dans l'histoire de la manière dont des empires ont pu, sinon s'effondrer. Je ne veux pas aller plus vite que la musique, peut-être que les Mollahs. Mais c'est intéressant ce que dit Nathan Dever. Si on prend effectivement ce regard et qu'on prend un peu de hauteur, vous avez tout à fait raison, Nathan, de le rappeler, enfin de le dire d'ailleurs, et de faire cette analyse. C'est-à-dire qu'il est possible que le régime des Mollahs tombe par là où il a péché. Enfin, c'est quand même. C'est ce qu'il faut. C'est très intéressant. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'on est rentré dans la phase, le 12 juin, on est rentré dans la phase active ou dans la phase directe de confrontation entre l'Iran et Israël.
d'une guerre qui remonte en fait entre ces deux pays à la fin de la guerre Iran-Irak justement. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que pendant la guerre Iran-Irak, à cause d'une alliance de revers qu'Israël avait établie avant 79 avec l'Iran, Israël a donné des pièces de rechange pour l'aviation iranienne, donc a soutenu l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. Après, les choses ont commencé à monter en puissance contre les deux. Le régime des Mollahs a affirmé et répété qu'Israël devait être éliminé de la carte du monde. En fait, quelque part, paradoxalement, l'Iran est devenu ennemi des États-Unis avant de devenir ennemi d'Israël, en fait. Au départ, le fameux grand Satan de l'ayatollah Khomeini, il vient de la crise des otages, de la confrontation avec justement l'affaire de l'ambassade à Téhéran et l'arrivée de Khomeini en 79 au pouvoir. Mais ensuite, je vous dis, entre Israël et l'Iran, c'est quelque chose qui va se développer justement via ces proxys, c'est-à-dire que l'Iran va progressivement constituer ce qui s'appelle le croissant chiite, et le croissant chiite, on l'a vu effectivement, s'est édulcoré, a disparu, mais il y a eu aussi des moments où, contre Daesh par exemple, les États-Unis se sont appuyés sur des forces justement qui étaient les milices chiites pro-iranienne en Irak pour faire reculer Daesh. Donc il y a eu des moments comme ça assez paradoxaux où ces entités, eh bien, ont les unes et les autres, connu des moments de plus de calme. En tout cas, pour ce qui est du développement du programme iranien, depuis très longtemps, Israël est convaincu qu'il s'agit effectivement d'une menace majeure pour lui. Bon, et maintenant, que peut-il se passer? Quelles sont les capacités, effectivement, de l'Iran à répondre? Parce que l'Iran a accusé Israël et les États-Unis d'avoir franchi la ligne rouge ce soir, que ça n'allait pas rester sans conséquences éternellement, c'est-à-dire que les États-Unis sont menacés de représailles. Voilà les mots utilisés par Téhéran. Que peuvent-ils faire vraiment concrètement? Est-ce qu'on en a une idée, Nathan Devers? Personne n'est devin, bien sûr. Oui. Ce qu'on peut constater cependant, c'est que ces derniers jours, l'Iran, plusieurs jours de suite, a fait des menaces extrêmement violentes, notamment un soir, ils ont dit nous allons cette nuit vous réserver une surprise dont on se souviendra dans le monde entier et dans la région pendant des siècles, et il s'est à peu près rien passé le soir en question. Donc le décalage, la disproportion entre des menaces à peu près exterminatrices et des événements tragiques, parce qu'il y a toujours des blessés, des morts, des bâtiments qui sont visés, mais en tout cas qui sont de moindre importance, elle doit être relevée. Il y a une question, à mon avis, qu'il faut se poser. C'est que si on prend les 25 dernières années, il n'est en effet, et je pense que Régis sera d'accord avec moi sur ce point, jamais arrivé qu'une dictature, et même les 30, même les 40 dernières années, qu'une dictature tombe par une intervention extérieure. Et que ça débouche sur une démocratie. Il y a des dictatures qui ont pu tomber, mais ça n'a jamais débouché sur une démocratie. Ça vient du peuple. Voilà. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, à partir de ce constat, est-ce qu'il faut en conclure que donc nous aurions tort de penser que ce qui se passe en Iran va aboutir à un changement entre guillemets positif, et que en fait Israël et les États-Unis sont uniquement dans une vision militaire, ils décapitent les élites du régime, ils frappent des infrastructures, mais que derrière ça va être le chaos, comme l'a dit le président de la République? Ou est-ce que on peut espérer que dans le cas de l'Iran, pour des raisons très spécifiques, propres à la société, à l'histoire de la société iranienne, à la révolte qu'il y a eu récemment depuis la mort de Mahsa Amini, à la manière dont le peuple iranien est très très hostile au régime des Mollahs, est-ce qu'on peut imaginer un autre avenir, auquel cas ça remettrait en question la contestation, sinon du discours des néoconservateurs et des faucons américains, du moins de la notion d'ingérence et de devoir d'ingérence. Mais donc les deux possibilités sont là, et je crois qu'il faut appréhender cette situation avec beaucoup d'humilité, en se disant que pour l'instant, il faut le constater, ça n'a jamais marché. Le seul dernier empire qui s'est effondré, c'est l'URSS, et il s'est effondré par lui-même, tout seul, sans la moindre bombe, sans la moindre... Enfin, en tout cas, sans la moindre... Pas d'affrontement. Il y a eu des ingérences, bien sûr, mais je veux dire, pas de cette manière. Oui. Voilà, donc est-ce que c'est un grand tournant, et ça nous oblige à changer tous nos paradigmes, ou est-ce que, comme l'a dit le président, on va vers plus de chaos en Iran, malheureusement? Bon, Régis Le Sommier, à votre avis, la réponse de l'Iran, qui ne se laissera pas faire, bien sûr, qui ne peut pas ne pas apporter de réponse, quelle peut-elle être? Alors, il y a deux choses. Si vous me permettez de répondre très rapidement à ce que disait Nathan, qui
qui est effectivement très intéressant. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que la classe régnante dans le cadre d'une dictature, justement, là en l'occurrence les gardiens de la Révolution, qui sont un véritable État dans l'État, ces structures liées aux gardiens, qui est une, on va dire une armée supérieure en puissance, 10 fois plus supérieure à l'armée régulière iranienne. L'armée régulière iranienne, elle est en seconde position. Et donc les gardiens de la Révolution contrôlent tout, contrôlent en tout cas le programme balistique et autres. Ils ont des places dans la société, ils contrôlent par exemple tous les aéroports, ils contrôlent... je veux dire, c'est une puissance incroyable. Et souvenez-vous, sous Saddam, il s'agissait des 20% d'Arabes sunnites irakiens qui contrôlaient tous les rouages de la société. À partir du moment où vous renversez ce pouvoir, que la classe régnante se retrouve, en l'occurrence en Irak, à la faveur de l'invasion américaine, traités comme citoyens de seconde zone, et que les chiites en Irak prennent le pouvoir, eh bien vous avez Daesh, in fine, qui est une forme de revanche de Saddam Hussein. Donc vous avez un mouvement insurrectionnel qui naît, et vous avez eu un peu le même mouvement avec les talibans en Afghanistan. Les talibans avaient le pouvoir, on vient, on bombarde, on décapite le régime, on renvoie les talibans dans leur campagne. 20 ans plus tard, ils repartent de leur campagne et ils reprennent les villes. Donc, si vous voulez, il faut faire très attention à ça. Vous avez aussi le problème des minorités en Iran. Vous avez des millions d'Azéris. Vous avez des Kurdes. Vous avez des Arméniens. Vous avez aussi beaucoup de minorités. C'est un pays très très composite aussi. Et puis, vous avez les Iraniens de souche qui longtemps ont été impénétrables, notamment par exemple au Mossad. Le Mossad a profité de la colère des Iraniens contre les mollahs pour recruter. C'est aussi une part de son succès est lié à ça. Mais il va falloir voir comment la société iranienne peut éventuellement évoluer. Mais vous allez très très loin. Moi, je pense à personne, notamment aux Israéliens, qui se demandent ce soir quel type de bombe ils vont prendre sur la tête. Alors la réponse militaire, elle va être immédiate. On est d'accord ou pas, Régis Le Sommier ? Elle va être immédiate, mais regardez ce qui s'est passé. Vous avez passé un reportage où il y a eu 2 immeubles qui ont été... Exact. 2 immeubles. L'autre jour, j'ai regardé un petit peu le type de missile qui atteint Israël. L'Iran lance des choses extrêmement performantes, extrêmement modernes, mais en même temps aussi ce qu'on appelait les Shahab 3, qui étaient les premiers missiles à longue portée. Il y en a un qui est arrivé et qui a tapé un immeuble en Israël. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il existe aujourd'hui certaines fragilités dans le dôme de fer, dans les 3 couches du dôme de fer, y compris dans le programme Arrow, qui est la couche supérieure d'interception dans la stratosphère, c'est-à-dire au-delà de l'atmosphère pour les missiles balistiques. Eh bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et il y a surtout une pénurie crainte de munitions pour justement protéger Israël. Et on le voit aujourd'hui, un des dignitaires iraniens, de façon à mon avis un peu prématurée, mais c'est l'idée pour eux, disait qu'ils souhaitaient rendre Israël bientôt inhabitable. Un autre dignitaire iranien expliquait qu'ils en avaient pour 6 mois. Pendant 6 mois, ils seraient capables de frapper et leurs missiles atteindraient Israël. Oui. Dernier mot, ces missiles, effectivement, ils sont moins nombreux que les premiers stades. Ils sont parfois plus puissants, et puis bien plus ciblés, bien plus coordonnés. Au départ, les Israéliens ont réussi une chose exceptionnelle, c'est la décapitation de l'armée. Quasiment pendant la même réunion, une bombe sur le QG, plus d'armée, enfin plus de tête de l'armée. Progressivement, les Iraniens, et plus vite qu'on l'imaginait, se sont réorganisés, et on a vu les frappes tout à coup être beaucoup plus précises contre des bâtiments, contre des bases militaires israéliennes. Là, on voit pas les dégâts, il y a le blackout total. Mais on voit les dégâts en ville, et c'est quand même assez considérable, et on comprend bien qu'il y a aussi chez les Israéliens l'idée de se dire combien de temps ça va durer, et si ça dure pendant des mois, et il y a des blessés, il y a une centaine de blessés, il n'y a pas eu de mort aujourd'hui, mais il y a quand même une centaine de blessés, c'est une inquiétude. Et dans la durée, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que là, c'est des succès, on va dire, pour Israël, pour les Américains. Mais dans la durée, jusqu'où ça va aller ? Je suis pas sûr qu'à ce moment-là, le temps joue pour Israël. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci d'avoir été avec nous dans le Sud d'Europe 1 pour cette émission spéciale qui est consacrée aux conséquences des frappes américaines et d'entrée en guerre des États-Unis.